Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. Vous êtes la résistance et nous sommes aujourd'hui avec Valérie Bugeaud. Madame Valérie Bugeaud, merci de cet entretien. Merci beaucoup Mishka, merci aux Gilets jaunes constituants. Nous sommes aussi avec en régie Seb et Max. Qui gère tout ce qui est back-office, c'est-à-dire les slides et le StreamYard. Max, que vous retrouverez dans les prochaines émissions à la technique. Voilà, bonjour Seb, bonjour Max. Bonjour à tous, bonjour Mishka, bonjour Valérie. Bonjour Valérie, bonjour Mishka. Alors, sur StreamYard, hein, c'est un classique, dès qu'on parle pas, on coupe le micro pour éviter l'effet Larsen. Je vais me permettre de dérouler le plan de l'entretien de ce live avec en première partie présentation de Madame Valérie Bugeaud et de son travail et des ouvrages qu'elle a publiés. La deuxième partie, c'est un récapitulatif de la situation sanitaire et des différents scandales qui ont lieu actuellement. La troisième partie, c'est la gestion politique des masses par la peur et le chaos.
Donc, on reviendra effectivement sur ce management par le chaos, un classique. La quatrième partie sera nous sommes sortis du droit et on demandera à Madame Bucco, qui est docteur en droit de la faculté de Paris 1 Sorbonne, pourquoi nous sommes sortis du droit. Cinquième partie, les formations juridiques, médicales et toutes les sciences ont été abandonnées à la volonté des forces financières, ce qui explique peut-être pourquoi on est sorti du droit. Donc ça, c'est la cinquième partie. La sixième partie, c'est les structures profondes de la société qui ont été volontairement désorganisées depuis la fin de De Gaulle, avec une accélération sur les 10 dernières années, y compris au niveau universitaire. Et donc, on reviendra là-dessus. C'est sixième partie, donc. Septième partie, malheureusement, la certitude du prochain chaos économique et le reset monétaire, la remise à zéro monétaire. Donc ça, c'est la septième partie. Et puis, la huitième partie, les questions en suspens. Est-ce que la pandémie était plus ou moins prévue par les élites financières qui nous dirigent? Donc, il y a quand même des sources là-dessus, des simulations qui avaient été faites. Il y a des choses qui sont sorties sur Bill Gates, entre autres. Donc, il y a pas mal de questions en suspens. Il y a même The Economist de 2019 qui nous montrait la tête d'un pangolin dans un coin. Donc, c'est peut-être pas anodin tout ça. Et puis, écoutez, on sera à ce niveau-là, à la neuvième partie, éventuellement, remonter des questions pertinentes de l'intelligence collective à propos du chat. Donc, les amis, n'hésitez pas à mettre vos questions de telle sorte que Madame Bucco puisse à la fin y répondre. Voilà. Écoutez, je vais retourner à Madame Bucco. Voilà, Madame Bucco, vous êtes docteur en droit de l'Université Paris 1 Sorbonne. Vous êtes ancienne avocate en droit des affaires, spécialité fiscalité. C'est bien ça? Vous avez beaucoup travaillé sur la structuration de l'entreprise et vous avez produit, vous êtes une spécialiste actuellement de la géopolitique juridique et économique avec 2 colloques auxquels vous avez participé. Un colloque au Liban, à Beyrouth, organisé par New Horizon et qui était un appel à un forum mondial sur la réforme monétaire. Et puis un autre colloque international à Chistino en Moldavie, en Europe de l'Est, dont le thème était le libéralisme et ses alternatives pour le 21e siècle, contribution à la 4e théorie économique. Vous êtes aussi auteur d'ouvrages, l'ouvrage, j'allais dire par lequel on vous connaît, c'est les raisons cachées du désordre mondial. Analyse de géopolitique économique, juridique et monétaire, ce gros livre rouge, mine d'informations, tant historiques que juridiques, sur les causes du désordre. Alors, vous appelez ça désordre, nous, sur les ronds-points, on dirait merdier, du merdier dans lequel on vit, dans lequel on a été projeté. Vous avez aussi publié Demain, dès l'aube, le renouveau. Est-ce que, Max, tu pourrais mettre en slide, partager en slide les images de ces ouvrages, s'il te plaît? Ok, pas de nouvelles de la technique, si. Ok, Mishka. Voilà. J'en partage Les un. raisons cachées du désordre mondial. On avait fait avec Elias une petite vidéo sur cet ouvrage-là. Vraiment intéressant comme ouvrage. Le deuxième, c'est Demain dès l'aube, le renouveau. Donc là, on est sur la géopolitique. Le troisième ouvrage, La nouvelle entreprise, nouvelle théorie de l'entreprise, avec
une vision qui est finalement, alors là c'est mon interprétation, mais c'est très proche de la continuité de la vision de Gaulle, de l'équilibre entre le capital et puis l'apport par l'intelligence et la force de travail dans la création de richesse au niveau participation et puis surtout rôle de l'entreprise dans la société avec ce postulat que il y a un rôle politique très fort des sociétés. Alors, on ne parle pas du kebab du coin, hein. On parle des multinationales qui modifient les lois, les ordonnances et puis les réglementations à leur avantage. Et tout ça, c'est maintenu par un anonymat des capitaux. Donc, bah voilà, ça, c'est ce que vous avez repris aussi au niveau de votre ouvrage Les raisons cachées du désordre mondial, avec toute l'analyse sur les paradis fiscaux. Donc, véritablement, c'est des ouvrages qui m'ont passionné et que je vous conseille. Le quatrième ouvrage, c'est du nouvel esprit des lois et de la monnaie, où bah là, vous faites une analyse en profondeur de tous les systèmes du système monétaire et comment ce système monétaire gère l'économie et puis la politique. Hein. Là, c'est la victoire de l'économique sur le politique au sens noble du terme. Donc, et là, ça nous amène dans le mur. C'est véritablement d'actualité. Donc, repenser l'économie et repenser la monnaie aussi, sur quelle base euh, cet, cet étalon de valeur peut être basé. Donc, plein de réflexions très intéressantes qui permettent de sortir en fait de nos biais cognitifs, de nos biais de normalité et finalement de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation actuelle. Voilà, ça c'était la première partie. J'espère que j'ai rien oublié, Madame Bigot. Non, non, c'est à peu près juste. Simplement, le forum New Horizon n'était pas consacré à la monnaie. C'est à la fin du forum, j'ai fait un appel à une réforme monétaire internationale, mais c'était personnel. D'autres intervenants parlaient d'autre chose. Alors, on est en situation un petit peu anxiogène, tout le monde est confiné. C'est quand même assez étonnant dans l'histoire de l'humanité. Ils confinent des gens qui ne sont pas atteints de maladie. C'est l'opposé de la quarantaine, parce que la quarantaine, on confine des gens qui ont la maladie, et on pense par exemple, la quarantaine, c'est 40 jours, hein, c'est à Venise. Les personnes qu'on suspectait d'avoir une maladie, on les enfermait pendant 40 jours. Et là, on enferme tout le monde. L'opposé de la quarantaine, c'est pour vous, c'est une nouveauté dans l'histoire humaine. C'est enfermer la moitié de l'humanité en bonne santé, plomber l'économie. On est plus de 3,5 milliards enfermés en ce moment. Comment vous voyez les choses? Juste en introduction, hein, parce qu'on est tous en confinement. Oui, j'ai écouté une vidéo du professeur Didier Raoult qui disait que, en fait, cette histoire de confinement, les dernières expériences remontaient au Moyen-Âge et qu'elles n'avaient pas marché. Donc, j'invite tout le monde à s'intéresser de très près aux vidéos du professeur Raoult, qui sont extrêmement instructives et surtout sur l'état sanitaire, les causes, les conséquences et également le contexte. Donc, personnellement, je ne pense pas que, si vous voulez, le confinement nous est imposé en raison des carences du système sanitaire actuel que l'on connaît. Alors, évidemment, bizarrement, ces carences n'existent pas qu'en France, mais dans beaucoup d'autres pays. En réalité, bon, c'est vrai que ça paraît quand même un peu surjoué, étant donné qu'en arrière-plan se joue également toute la pérennité de l'économie et de la monnaie. Donc, si vous voulez, il y a une disproportion entre la maladie que l'on connaît, le virus du coronavirus, qui n'est quand même pas la peste noire, et ce confinement généralisé qui va mettre à plat toutes les économies locales et également qui va rebattre les cartes de l'économie mondiale. Madame Bugot, vous, comment vous le vivez
À titre personnel, ce confinement, ça change les habitudes de beaucoup de monde. On a tous eu nos habitudes bouleversées. On repasse sur une nouvelle normalité. Comment ça se passe, le confinement? Le confinement est globalement anxiogène pour tout le monde, hein. Ne serait-ce que quand on va faire ses courses, faire attention à ne pas s'approcher des gens à plus d'un mètre ou 1,50 m. Enfin, c'est la promiscuité quotidienne. Enfin bon, moi, je souffre pas trop de ça, mais de toute façon, le caractère anxiogène de ce confinement est palpable. Enfin, tout le monde le vit, tout le monde le ressent, et en plus, nous sommes bombardés médiatiquement par des infos de type calamiteuse, apocalyptique ou qui relèvent toujours du nombre de morts dénombrés tous les jours dans tel ou tel pays, etc. Donc on vit vraiment une situation de folie collective, quoi. C'est absolument invraisemblable. Ça nous amène à la deuxième partie récapitulative des scandales sanitaires actuels, avec apparemment une obstruction à la gestion efficace de l'épidémie. On dirait qu'ils font tout pour que cette épidémie soit mal gérée. Alors, déjà, il faut commencer par noter que on a abordé cette on a abordé collectivement cette épidémie avec une pénurie de tests, de masques, de gel hydroalcoolique, de ventilateurs respirateurs, de lits d'hôpitaux et de médicaments. En particulier celui qui marche, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, que le professeur Raoult sur lequel le professeur Raoult a beaucoup disserté. Donc déjà, bon, quel que soit le virus en question, ça partait plutôt mal puisque ça fait plus de 10 ans que maintenant les services hospitaliers sont désorganisés et que avec la règle de la rentabilité, les pouvoirs publics se sont débarrassés des stocks de masques, tout a été réduit au minima. Donc, d'une façon générale, on peut dire que nos gouvernements, depuis, je remonte au gouvernement Sarkozy, mais je pense que le pli avait déjà été pris avant, ne respectent pas le principe de précaution sanitaire. Ça, déjà, c'est la première chose qu'il faut constater, puisque les services publics, et en particulier celui de la santé, mais pas que, hein, également les services publics d'ordre, enfin, tous les services publics sont peu à peu démantelés. Évidemment, Macron s'est fait le héros de ce démantèlement et de la privatisation globale des services publics, mais c'est pas lui qui a commencé le mouvement et c'est sans doute pas lui qui le finira, ou en tout cas, je ne sais pas comment tout ça se finira. Mais bon, il faut déjà constater ça, puisqu'on peut mettre sur le dos du gouvernement Macron un certain nombre de décisions politiques néfastes, mais pas toutes. Voilà. Le pli, la tendance lourde des gouvernements depuis déjà fort longtemps. Et en réalité, cette tendance, elle a commencé en France après une fois que De Gaulle est parti. Mais ça s'est pas ressenti tout de suite. Il y a eu une accentuation avec le traité de Maastricht, et puis ensuite avec l'euro, et puis avec l'arrivée de Sarkozy, etc., qui en fait sont des manifestations. Les éléments que je viens de donner sont une manifestation de l'emprise, si vous voulez, du développement de l'emprise du pouvoir de ce que j'appelle les globalistes. En fait, ce sont à leur tête, il y a les banquiers de la City, et ce sont toutes les multinationales qui ont pris en fait les rênes de commandement, qui ont pris le contrôle politique des États. Et c'est en ça que les États ne sont plus des États politiques aujourd'hui. Ce sont des relais d'influence économique. Voilà. Alors, d'un point de vue, j'allais dire très terre à terre, on a tous pu noter que il y a eu des choses très bizarres. Regardez à Mulhouse, il y a toujours la com, toujours le show médiatique. Une semaine pour monter un hôpital de campagne de 30 lits, alors que certainement à Mulhouse, ils ont des salles de concert, des salles d'exposition, des gymnases, des structures déjà équipées avec des toilettes, déjà équipées avec du chauffage.
déjà équipés avec un toit, etc. Bah, en fait, comme les Espagnols font, comme les Américains font, comme les Anglais font, ils utilisent, on pourrait imaginer utiliser par exemple la porte de Versailles dans les salons d'exposition. Il y a déjà beaucoup d'infrastructures qui sont disponibles et qui ne sont pas utilisées puisqu'il n'y a plus de grands rassemblements. Mais donc il y a bon, il y a l'histoire du show, hein, donc avec le Macron qui va en président, chef de guerre, Clémenceau, les tranchées, enfin bref, toujours la même folie de propagande. Mais derrière, il y a des choses bien plus vicieuses. Ce qui est arrivé avec la chloroquine, le fait que ça soit classé en substance vénéneuse, hein, c'est ça, en substance vénéneuse, en Oui, janvier. Mm. C'est quand même assez troublant le fait que le Conseil d'État refuse de libéraliser la prescription de la chloroquine. Euh, le ministère de la Santé sous Buzyn qui qualifie de fake news les travaux du professeur Didier Raoult. Il y a des choses quand même, enfin, ils n'arrivent plus à cacher en fait que c'est véritablement de l'intoxication. C'est-à-dire qu'ils nous confinent à l'intérieur, mais les frontières restent ouvertes. C'est-à-dire que les Italiens viennent faire un match, le Turin-Lyon, c'est ça? Où il y avait 3000 supporters italiens en pleine explosion épidémique qui viennent contaminer en France. On dirait que tout est fait. On dirait en fait qu'ils utilisent les idiots qui nous gouvernent pour amener ce chaos. Est-ce que pour vous, là, on a la preuve qu'on est dirigé par des politiciens à la petite semaine qui ne voient pas plus loin que le bout de leur réélection ou de leurs objectifs électoraux et qu'on a complètement perdu la vision de Gaulle, de planification long terme, etc. Où sont les hauts fonctionnaires finalement? Parce que, OK, on savait très bien qu'on était dirigé par des meupettes, des marionnettes, mais les hauts fonctionnaires, les gens qui tiennent le pays, comme ils ont tenu le pays en Belgique, quand il n'y a pas eu de gouvernement, comme en 1980, après la victoire de Mitterrand, pendant 3 semaines, il y avait des noubas, des orgies même incroyables dans les ministères, mais le pays a été tenu par les hauts fonctionnaires. Ils sont où ces hauts fonctionnaires? euh, Peut-être qu'ils ont fait monter toute une partie de hauts fonctionnaires qui étaient avant tout serviles aux intérêts de l'OTAN et aux intérêts de l'Union européenne et de la BCE. Et peut-être qu'il y a eu un plafond de verre pour des hauts fonctionnaires véritablement compétents. Oui, alors, il y a plusieurs choses, Mishka, dans tout ça. Moi, je pense qu'il serait peut-être utile pour les auditeurs de faire la liste. C'est un peu une longue liste, une litanie, mais des décisions quand même qui ont été prises et qui paraissent contraires au bon sens élémentaire. Alors déjà, comme tu en as détaillé certaines, il y a le refus du gouvernement de fermer les frontières tout en imposant un confinement très dur à la population à l'intérieur. Il y a le fait que les migrants, contrairement aux locaux, enfin aux Français établis, ne sont pas confinés. La liberté de circulation de l'armée américaine, le territoire européen vient de recevoir 30 000 hommes, 30 000 GI américains. Donc ces GI, je rappelle quand même que les Chinois les ont accusés d'avoir véhiculé le coronavirus sur le territoire chinois. Donc tout ça pendant le confinement. Excusez-moi, Madame Bugot, juste une petite incise. Les Américains, les GI, là, viendraient en Europe pour tester la logistique et le transfert de chars lourds, etc., à travers les pays membres de l'OTAN. Et ils ont été en Chine au niveau de Jeux olympiques militaires, hein, c'est bien ça? Pour ce qui est de la Chine, les Jeux olympiques, enfin les Jeux militaires, oui. Pour ce qui est de leur présence et de leur activité sur le territoire européen, je ne m'avancerai pas parce que je ne sais pas. Je vous laisse continuer la liste en fait des décisions. Alors, on a la classification par Buzyn de la chloroquine comme substance vénéneuse, alors même que elle a prétendu ultérieurement que dès cette époque-là, elle connaissait la gravité de la situation. Elle a même dénoncé le gouvernement Macron
pour avoir caché la situation. Et elle, pendant ce temps, elle classe la chloroquine comme substance vénéneuse. Donc, on a son ministère qui qualifie les travaux du professeur Raoult, qui est quand même mondialement connu en virologie, de fake news, pour évidemment après changer d'avis. Les stocks de chloroquine de la pharmacie centrale ont été pillés, donc à minima, il n'y a pas eu de surveillance minimum élémentaire sur un produit de nécessité vitale, apparemment pour les habitants, les Français. Donc l'État, avec un décret qui est sorti, qui a été 3 fois modifié en 5 jours, donc du 23, du 25 et du 27 mars, un décret réserve la chloroquine aux personnes en état très grave, c'est-à-dire qui sont déjà en réanimation, alors que le professeur Raoult a parfaitement expliqué dans ses vidéos qu'à ce stade de la maladie, en réalité, le virus n'est plus présent dans le corps, donc la chloroquine n'a plus aucun effet puisque c'est un antiviral. Donc à ce moment-là, le problème, le pronostic vital ne dépend plus du médicament chloroquine et ne dépend même plus du virus, ce sont des complications en fait. Donc, le Conseil d'État refuse de libéraliser la prescription de la chloroquine. Un collectif d'hôpitaux et de cliniques privées a proposé des lits et l'État n'a pas répondu, puisqu'il y a une pénurie de lits, on l'a dit au début. Des généticiens ont proposé de fabriquer des tests et ils se heurtent à un refus d'autorisation administrative, parce qu'on a aussi une pénurie de tests, comme expliqué au début. Le refus par l'État de l'aide d'un laboratoire vétérinaire qui est capable de pratiquer 1000 tests par jour. Des tests fabriqués en France partent aux États-Unis. Effectivement, récemment, on a vu que le collectif C19, qui a porté plainte contre Buzyn et Philippe, réclame désormais la publication des contrats de commande de masques et de tests qu'aurait passé l'État depuis 3 mois. Donc, c'est assez sérieux ce bras de fer qui a lieu en ce moment entre le gouvernement et le personnel de santé. Buzyn, qui savait déjà tout puisqu'elle nous l'avait bien expliqué, n'a pas non plus, avant de partir, estimé utile de passer des commandes de masques. C'est son successeur Véran qui le fera. Le RGPD, qui nous vient d'Union européenne, n'a pas estimé nécessaire de passer commande, pardon, je me suis trompée. Le RGPD complique la distribution de masques au personnel de santé. La liquidation des stocks de masques par Bertrand, ça a commencé dès 2011 avec un tournant en 2013 sous Marisol Touraine, qui transfère au système hospitalier la gestion des stocks de masques. Donc en réalité, ça ne dépend plus maintenant d'une décision gouvernementale, mais de chaque entité hospitalière, sachant que chaque entité hospitalière a des règles budgétaires qui sont imposées là, par contre, par le gouvernement central, extrêmement rigoristes. Donc on voit bien que, évidemment, s'ils doivent gérer les stocks, ils vont faire des stocks à minima. C'est ce qui s'est passé. Les entreprises industrielles ont proposé de fabriquer des ventilateurs respirateurs et l'État a refusé l'aide proposée. Tout ça, c'est documenté, hein. Vous pouvez trouver toutes les sources. Elles sont données. Moi, je les ai mises par écrit, mais elles sont toutes disponibles sur Internet. Des entreprises politiques et médiatiques de décrédibilisation du professeur Raoult ont été tout à fait énormes. Donc, il y a même récemment des entités publiques qui s'y sont mises, hein, c'est-à-dire que vraiment qui mettent en cause l'efficacité du traitement préconisé par le professeur Raoult, qui, soit dit en passant, n'a jamais prétendu que ce traitement marchait à 100%. Simplement, c'est le meilleur traitement qui existe en l'état de la situation. Et c'est un traitement préventif, donc on ne voit pas en l'honneur de quoi il faudrait s'en passer. Surtout que ce traitement ne coûte pas cher du tout. Et comme la sécurité sociale est en déficit, on ne voit pas pourquoi ce traitement serait mis secondairement par les pouvoirs publics par rapport à un autre traitement qui est beaucoup plus cher. Alors, le seul fabricant français de chloroquine est en redressement judiciaire. Ça, c'est pour couronner le tout. Donc, vous voyez, c'est une liste, une longue litanie de carences imputables au gouvernement qui ne peuvent pas logiquement et de façon objective être considérées comme
des erreurs, où il y a trop d'éléments convergents pour considérer qu'il s'agisse d'erreurs. Voilà, donc c'est nécessairement des décisions derrière qui sont réfléchies et qui sont, comment dirais-je, suivies, enfin, qui répondent à un objectif qui n'est pas celui annoncé. Et ça, c'est ce qui est mis, c'est ce que nous ne pouvons que constater. L'objectif annoncé de protection sanitaire de la population n'est pas l'objectif réel des pouvoirs publics. Merci, Madame Bugeaud. Que pensez-vous du fait que là, on arrive à un seuil d'incompétence au niveau de l'administration avec, on sait que la France est un pays submergé de règles et de directives diverses. Le fait que là, en fait, les politiques au sens noble du terme devraient passer au-delà du cadre normatif pour, par exemple, accepter l'aide des laboratoires vétérinaires pour fabriquer des tests ou basculer des patients, non pas par hélicoptère, qui coûte quelque chose comme 300 000 € par vol, mais tout simplement faire bouger les respirateurs par voie routière au lieu de faire bouger les malades. Enfin bref, le fait, ce qu'on demande à un politique, finalement, c'est peut-être aussi en période d'urgence de passer au-delà des règles, de briser les règles pour le bien commun. Est-ce que c'est ce qu'on demande aussi un politique? Mishka, les règles, elles sont, ils outrepassent les règles à tire-larigot. Je veux dire que là, c'est pas un problème d'outrepasser les règles. Ça, c'est pas ça qui leur pose problème. Outrepasser les règles, d'une part, ils imposent leurs propres règles et ils les outrepassent le lendemain dès qu'elles ne leur conviennent plus. Donc, le problème, c'est pas ça, c'est qu'ils suivent en fait manifestement, enfin, je veux dire, si on regarde de façon objective les décisions qui ont été prises, manifestement, l'objectif poursuivi par les pouvoirs publics, et là j'inclus à la fois le personnel politique et la haute administration qui met en œuvre les règles, enfin qui met en œuvre les décisions, manifestement, comment dirais-je, leur objectif n'est pas celui d'améliorer la santé et d'endiguer l'épidémie. Il faut chercher un objectif ailleurs. Cet objectif, je ne le connais pas, mais de façon manifeste, ça ne peut pas être l'endiguement de l'épidémie n'est qu'un prétexte. Ça nous amène à la troisième partie, la gestion politique des masses par la peur et le chaos. Oui, alors, il faut quand même constater aujourd'hui que les distributeurs, comment dirais-je, les horticulteurs et les fabricants de semences ont le plus grand mal, évidemment, puisque tous les réseaux de distribution ont été mis sous contrainte. Donc, les horticulteurs et les semenciers ont le plus grand mal alors que nous sommes au début du printemps, donc c'est le moment vraiment où l'activité se redéploie, eh bien, ces gens-là ont le plus grand mal à vendre leurs produits, à mettre sur le marché les semences et les plants. Donc là, ça pose quand même un problème parce que on se rend compte que à terme, c'est pour l'été et pour l'automne, il va y avoir des pénuries dans ces conditions, puisque les gens n'auront pas pu faire eux-mêmes leur potager. Les semenciers vont tomber en faillite parce qu'évidemment, ils n'auront pas pu vendre leur production. Donc, il va y avoir un problème de pénurie en local, au niveau de la France. Mais il faut comprendre que comme ce confinement ne concerne pas que la France, mais à peu près tous les pays du monde, le problème de pénurie alimentaire va se faire sentir d'une façon ou d'une autre, plus ou moins fixé sur tel et tel produit alimentaire, un peu partout. Donc les marchés alimentaires vont être tendus. Et historiquement, et ça remonte à la nuit des temps, en période de tension de marché alimentaire, qu'est-ce qui se passe? On voit arriver les spéculateurs qui font de l'accaparement et qui, sur une situation déplorable, arrivent à faire monter encore les prix. Donc nous allons nous retrouver dans une situation de pénurie alimentaire mondiale. Et ça sera partiellement dû au marché, aux accapareurs et aux décisions politiques de confinement excessif.
Voilà. Donc, je dirais que dans ces conditions-là, les gouvernements sont pénalement responsables de la pénurie alimentaire qui va arriver. Alors après, ce qui va se passer, c'est qu'on va nous dire, vous voyez, ça dysfonctionne, il faut des règles mondiales pour punir les méchants accapareurs. Mais ce qu'on ne nous dira pas, c'est que ceux qui ont préparé l'accaparement, ceux qui ont mis en œuvre l'accaparement sur les marchés, sont les mêmes que ceux qui proposent la solution de faire le gouvernement mondial pour résoudre ce problème. Donc là, il y a un vrai sujet très, très important en perspective. D'autre part, je voudrais quand même rappeler que la police chargée des forces de l'ordre n'a pas suffisamment de masques, évidemment, puisque même le personnel soignant en est dépourvu. Et que dans ces conditions, elle a décidé, en tout cas partiellement, de faire jouer son droit de retrait pour ne pas être contaminée. Donc nous avons la police qui fait jouer son droit de retrait. Il y a des sources qui indiquent que, en particulier en Suisse, l'armée est dépourvue de masques, donc l'armée dans les rues aura le même problème que la police dans les rues. Le gouvernement affirme que le confinement dans les zones de non-droit, c'est-à-dire dans les cités où la police ne va déjà pas, ne doit pas être une priorité des forces de l'ordre. Effectivement, on comprend, puisque les forces de l'ordre sont dépourvues de protection, et dans ces cités-là, c'est nos limites sur les moyens d'intimidation et de violence mis en œuvre. Donc, la police, enfin les forces de l'ordre sont particulièrement en danger dans ces endroits-là. Le gouvernement a décidé, sur instruction venue de l'ONU, je le précise, de libérer des prisonniers qui n'ont pas fini de purger leur peine. Et ça a été fait par un communiqué de l'Association professionnelle des magistrats quand même. Donc c'est l'Association professionnelle des magistrats qui a mis publiquement sur le tapis le fait que les prisons étaient en cours d'être vidées, des prisonniers de droit commun. Donc on se demande pourquoi vider les prisons des prisonniers de droit commun, certainement pour y mettre des gens qui ont outrepassé leur heure de promenade quotidienne, ou qui ont dépassé leur périmètre de sortie autorisée, ou qui ont oublié plusieurs fois leur laisser-passer en allant faire leurs courses. Enfin, vous comprenez bien que là, il y a vraiment une volonté de gestion des masses populaires par la peur et le chaos. C'est tout à fait manifeste quand on voit ce genre de décision. Il y a eu une multiplication énorme de plaintes contre le gouvernement. Alors là, le personnel hospitalier est vraiment remonté à 100%. Donc j'ai envie de dire que les gilets jaunes se sont tout d'un coup augmentés de la masse considérable du personnel soignant. Donc vous êtes gilet jaune soignant maintenant, on peut dire. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Il y a eu des lettres de médecins qui n'en peuvent plus et qui disent au pouvoir public maintenant débrouillez-vous, démerdez-vous avec vos problèmes. Même Douste Blazy s'est fendu d'un appel pour libéraliser la prescription de la chloroquine. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même une situation inédite dans laquelle tout le personnel en rapport de près ou de loin avec l'hôpital et de toute façon en rapport avec les soins, sont remontés actuellement contre le gouvernement. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable, on n'avait jamais vu ça. Et j'ai envie de rapporter une analyse qui est extrêmement pertinente, qui a été faite par notre ami Lucien Cerise, qui explique que la crise sanitaire du coronavirus présente un cas pratique d'ingénierie sociale et de gouvernance par le chaos. Nous retrouvons la même structure, je le cite, qu'avec la menace terroriste, un mélange de réel et de fiction combiné à deux stratagèmes bien connus que sont le pompier pyromane et le triangle de Karpman. Voilà, donc je vous laisserai retrouver les auditeurs retrouver la citation, mais il est clair que sur cette réalité de virus et d'épidémie, tous les moyens sont mis en œuvre pour l'utiliser à des fins politiques et de gestion sociale des masses par la peur. Merci, Madame Bugeaud. Mais là, ce que vous nous dites, c'est quand même c'est très inquiétant quand même.
préparation par une gestion politique, en fait, d'une future pénurie alimentaire. Ah, donc, pénurie alimentaire, c'est les tickets de rationnement, c'est comment vous voyez les choses, comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde doit retourner chez la grand-mère, sans la contaminer, bien sûr, pour faire pousser des topinambours au fond du jardin? Bah, écoutez, déjà, retourner chez la grand-mère, ça va être difficile parce qu'on est tous en confinement, donc il va pas être tellement possible de se déplacer. D'autre part, vous pouvez aller faire pousser des topinambours à condition de pouvoir acheter des plants et des semences. Si vous trouvez pas à disposition ces deux ingrédients-là, ça va pas être possible, hein. D'où l'intérêt du réseau est d'être intégré dans un réseau local avec les collègues. Et on a eu 17 mois pour s'organiser, se connaître et faire du lien. Voilà. C'était ce qu'on disait, monter des équipes. Voilà. Ok, donc ça, c'était la troisième partie. Vous avez été prévoyants, les gilets jaunes, hein. La quatrième partie, c'est nous sommes sortis du droit. Vous êtes docteur en droit. Alors là, quel est votre point de vue en tant que docteur S-droit de l'Université Paris 1 Sorbonne? Oui, alors là, Comment on est sorti du droit? Et de quel droit? les développements pourraient durer une journée, c'est-à-dire que c'est énorme. On peut remonter à plein de choses, mais je vais juste me concentrer sur l'histoire actuelle de l'épidémie de coronavirus et rappeler quand même un principe élémentaire, un principe que je vais appeler de droit naturel élémentaire, c'est que ceux qui sont chargés de financer, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Ceux qui financent décident. Et ça, c'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Donc, à partir du moment où, si vous voulez, les États ont abandonné la création monétaire dans les mains des banquiers privés, ils ont de facto, et ça ne s'est pas vu tout de suite, mais ils ont perdu les manettes de commande en réalité. Ils sont devenus des faire-valoir, ils sont devenus des relais d'influence, mais ils ont perdu la capacité politique de commander. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Je rappelle aussi que au début des années 70, ce qu'on appelait à l'époque l'économie politique s'est transformé brutalement d'une rentrée universitaire, enfin d'une année universitaire à la rentrée qui a suivi, en sciences économiques. Et ces sciences économiques ont été désormais fondées sur des modèles mathématiques. Ça a été une façon, si vous voulez, de confondre, en fait, de fusionner les sciences qu'on appelait humaines, les sciences sociales au sens large, hein, les sciences humaines avec les sciences dures. Et on a prétendu que les sciences économiques, les politiques économiques, la politique économique, qui est naturellement une science humaine, en réalité était une science dure fondée sur des modèles mathématiques incontestables. Or, le problème des modèles mathématiques, et en particulier appliqués à l'économie, c'est qu'ils sont fondés sur des postulats extrêmement contestables. Et non seulement contestables, mais qui ont déployé au fur et à mesure du temps toute leur nocivité. En particulier, je pense à la théorie des jeux, etc. Et il s'avère que dans les années 90, et ça s'est vu à partir des années 2000, la même chose s'est passée en droit. C'est-à-dire que alors que le droit, enfin, si vous voulez, au sens noble du terme, qui était entièrement compris dans la matière de droit civil, parce que c'est le droit civil qui gouverne, qui régule la vie des gens, a perdu sa prééminence peu à peu, pour la laisser à ce qu'on appelle le droit des affaires, c'est-à-dire le droit commercial au sens large, j'insiste bien, pas le droit commercial au sens strict du Code de commerce de 1807, qui a d'ailleurs lui-même été considérablement modifié.
Donc, si vous voulez, on a assisté, alors autant en économie qu'en droit, à une forme de révolution dans la façon de concevoir, de normaliser les événements. Et ça se voit aujourd'hui à travers cette crise de coronavirus, puisque les choses sont gérées de façon statistique, alors que les statistiques sont en elles-mêmes extrêmement contestables. Donc ça, c'est au niveau économique. Et au niveau juridique, on a une illustration absolue de l'inanité de ce qui est devenu le droit, avec ce fameux décret du 23 mars 2020, qui a été modifié dans le sens où tout le monde a cru d'abord cru favorable dès le 25, donc 2 jours plus tard, et ensuite pour être remodifié le 27, pour bien préciser qu'il ne s'agissait pas de libéraliser la distribution d'hydroxychloroquine et de chloroquine, qui sont des médicaments qui ont fait leur preuve, en tout cas, qui fonctionnent à 75%, sur 75% d'un panel de gens. Donc, si vous voulez, le fait de prendre une décision, de la modifier 2 jours après pour faire croire qu'on la libéralise, et pour ensuite 2 jours après à nouveau la modifier pour durcir encore les conditions, c'est la mise en œuvre, c'est l'expression évidente, manifeste du fait que le droit n'existe plus. Le droit, quand il existe, il est pérenne. Il faut que les gens sachent à quoi ils ont affaire. Il faut qu'il ait une certaine pérennité dans le temps et dans l'espace, si vous voulez. Alors, je veux bien que face à une crise, la pérennité ne soit pas forcément de mise, mais de là à changer une règle 3 fois en 4 ou 5 jours, si vous voulez, il y a tout un monde, quoi. Donc, la modification fonctionnelle de l'organisation des matières comme l'économie et le droit a des répercussions, comme je viens de le montrer, sur cette crise de coronavirus, par le fait qu'elle est donc gérée de façon nouvelle, voilà, en fonction de ces nouveaux paramètres qui ont été mis en œuvre au fil du temps et qui se sont aujourd'hui imposés. Madame Bugeaud, donc là, mais merci pour tout ce partage d'informations, de connaissances, d'expériences. Là, on réarme notre intelligence. C'est quelque chose que l'on peut faire même en confinement. Donc, réarmons notre intelligence. Mais ce qu'on demande au droit à la base, d'un point de vue concept, c'est quoi? C'est de réguler la société. Écoutez, bien sûr, le droit originairement, en tout cas dans les pays d'Europe continentale, était un outil dans les mains d'un pouvoir politique pour réguler la vie en commun. Vous savez, vous mettez 10 personnes dans une pièce, vous leur posez la même question, vous aurez 10 réponses différentes. Les gens ne sont jamais d'accord sur rien. Et ça, c'est l'expérience de toute l'humanité qui le démontre. Pour mettre des gens d'accord, il faut organiser les choses, il faut prévoir des régulations que les gens accepteront, puisque si vous imposez des règles qui sont trop contraires je dirais, à la volonté des populations sur lesquelles elles doivent s'appliquer, ces règles ne seront pas mises en œuvre, elles resteront des règles mortes. Donc, en réalité, c'est pour ça que le droit est une science humaine. Le droit, c'est vraiment l'art et la manière, en tenant compte des expériences du passé, de savoir organiser au mieux dans une société la vie en commun. Et qu'est-ce qui fait la différence entre cette vision du droit, que vous appelez donc droit continental, c'est bien ça, et le droit anglo-saxon? Le droit anglo-saxon, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Alors, j'invite les auditeurs à aller lire tout ce que j'ai écrit. Mais il faut comprendre que le droit anglo-saxon, depuis Olivier Cromwell, en fait, depuis 1531, c'est depuis que le roi a rompu, a pris le contrôle total du pouvoir, depuis que le roi anglais a pris le pouvoir le contrôle du pouvoir spirituel. En fait, le droit anglais est au service des puissants.
Et au départ, c'était des puissances temporelles qui étaient évidemment les grands seigneurs et la royauté. Mais à partir d'Olivier Cromwell, le pouvoir financier a pris plus d'importance en Angleterre et est devenu prééminent. Et donc, naturellement, le droit est resté au service des puissants. Les puissants ont changé, mais le droit est resté un instrument au service des dominants financiers. Donc aujourd'hui, et depuis cette époque d'Olivier Cromwell, le droit anglais est un instrument au service des puissances financières. Et aujourd'hui, les puissances financières sont dominantes dans le monde entier. Donc, il est assez logique de considérer que c'est la raison principale pour laquelle le droit anglo-saxon est hégémonique dans le monde entier. C'est lui qui a régulé toutes les relations internationales, c'est lui qui est à l'œuvre dans toutes les propositions de traités, etc., et dans la façon dont le commerce et les échanges sont appréhendés au niveau international. Pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au pouvoir temporel et spirituel, dans toutes les sociétés humaines, il y a toujours eu une séparation entre pouvoir temporel, les seigneurs de guerre, etc., qui allaient devenir l'aristocratie, et puis les chamans qui allaient devenir les prêtres, les druides, etc. Il y a toujours eu cet équilibre, en fait, des pouvoirs. Et ce que vous nous dites, c'est qu'à un moment, il y a eu cette fusion. Et donc, il y a eu cette fin de l'équilibre. Et là, on arriverait jusqu'au bout de ce déséquilibre avec le chaos actuel. Vous m'entendez? Oui, c'est absolument ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ancienne organisation, en tout cas en Europe et en Europe occidentale, entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, a de facto, même si ni l'un ni l'autre des deux pouvoirs était parfait, a de facto engendré un équilibre des pouvoirs et un rapport de force qui fait qu'un pouvoir contrebalançait l'autre et surtout interdisait à l'autre d'aller trop loin. Donc c'est ce rapport d'équilibre des forces et c'est en soi, c'était la société était initialement fondée sur des contre-pouvoirs et donc sur un équilibre. Et c'est dans ces conditions-là qu'a pu émerger justement toute la bourgeoisie. Il y a eu un espace de liberté qui a permis à la bourgeoisie d'émerger. Aujourd'hui, il n'y a plus dans nos sociétés aucun contre-pouvoir. L'équilibre des pouvoirs n'existe fondamentalement plus. Et c'est pas en parlant de séparation des pouvoirs de Montesquieu que ça. C'est pas parce que on met une apparence en œuvre que la réalité suit derrière. Derrière la séparation des pouvoirs et derrière le régime représentatif, les régimes parlementaires représentatifs que nous connaissons depuis la Révolution, en réalité, tout ça est sous-tendu par l'existence de partis politiques et les partis politiques n'existent que parce qu'ils sont financés. Donc il faut comprendre que, en réalité, ça a été un moyen institutionnel pour la haute finance de prendre le contrôle intégral du pouvoir politique. Mais donc là, on fait une petite aparté et c'est un point qui est quand même assez intéressant, en tout cas d'un point de vue personnel. Comment vous voyez les choses on va dire dans la France future, une fois que les Gilets jaunes, en tant qu'avant-garde révolutionnaire / évolutionnaire du peuple français, auront réussi à amener le bien commun pour la société, à réorienter la société, toutes ses parties et ses institutions vers le bien commun. Dites-moi, comment vous voyez dans cette société future la répartition, l'équilibre des pouvoirs et la place du droit? Et quel type de droit il y aurait là, c'est de la politique fiction, hein, vous m'excuserez. Oui, écoute, Mishka, ce sujet est tout à fait fondamental. Il n'est pas dans le discours, il est dans la mise en œuvre. Pourquoi est-ce que pendant très longtemps, on a dit que la France était un pays politique et les Français étaient politisés? Parce que jusqu'à la Révolution française, l'organisation des corps intermédiaires permettait à tous les... Et là, on n'était que dans le système économique, c'est-à-dire qui était avisé
de gagner de l'argent. Mais en même temps, c'était pas le seul. Chaque corps intermédiaire, chaque métier n'avait pas que pour seul objectif de gagner de l'argent. Il était autorégulé et il avait aussi à cœur de produire des chefs-d'œuvre et des choses très très belles et qui sont en dehors de la sphère financière. Donc, il faut comprendre que les gens étaient par ce biais intégrés aux décisions politiques et intégrés à l'espace politique, dans la mesure où ils avaient une place statutaire déterminante pour agir sur leur mode de vie, sur la société en général. À partir du moment où le parlementarisme représentatif a été mis en œuvre, tout a été délégué à des prétendus représentants qui ont centralisé dans leurs mains toutes les décisions politiques. Et donc, en réalité, c'est une façon de déresponsabiliser une population entière. Et c'est bien comme ça que les Anglais l'ont conçu et l'ont imposé chez eux. Donc, c'est un faux semblant de démocratie, si vous voulez, qui est en réalité une déresponsabilisation profonde de la population sur son mode de vie. Alors, c'est très simple, envisager l'avenir, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il faut que les gens se réorganisent, c'est ce que j'explique dans mon livre « Les raisons cachées du désordre mondial », où je parle de réorganisation institutionnelle. C'est que si vous réorganisez la société par type de métier, que ce type de métier gère leur propre fonctionnement social et propose des lois au gouvernement, dans ces cas-là, vous aurez à nouveau responsabilisé politiquement toute la société, puisque chacun trouvera sa place et aura une place statutaire politiquement actée, si tu veux. Donc, c'est le seul moyen de sortir de toutes ces impasses et de récupérer un contre-pouvoir, c'est justement de redonner aux gens un pouvoir politique statutaire. Et c'est par ce biais que ça se fera. Je dirais qu'on a la même problématique dans la gestion de l'entreprise. C'est uniquement en redonnant une place statutaire aux gens qui travaillent dans l'entreprise qu'on résoudra les problèmes qui se sont accumulés, qui se créent depuis le début par rapport à cette histoire de capitalisme qui a été une vaste fumisterie mise en œuvre par les banquiers pour cacher leurs propres responsabilités, pour cacher leur propre activité politique. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que chaque citoyen, chaque individu de la société pourrait faire partie d'un ou plusieurs collectifs d'intérêts qui seraient représentés directement ou pas au niveau communal, communauté de communes, département, région, province, c'est-à-dire père de famille, mais aussi chasseurs, mais aussi agriculteurs ou enseignants. Chacun, finalement, devrait s'engager dans ce collectif d'intérêts. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Moi, j'ai appelé ça corps intermédiaire. J'avais pas déterminé le nom. Je remarque que vous donnez le nom collectif d'intérêt, qui est un nom excellent. Je vous félicite et je vous félicite de mettre en œuvre ces projets parce que ils sont la solution à notre problème et il n'y a pas d'alternative à ça. Donc là, en fait, vous êtes en train d'annoncer la mort des centrales syndicales comme la CGT ou la CFDT. À regret, j'imagine, à regret. Non, mais c'est pas tellement ça. Il faut comprendre que le syndicalisme, etc., s'est développé sur un terreau où ça a été la seule solution pour trouver un peu de contre-pouvoir face à la volonté qui s'était imposée, la volonté hégémonique qui s'était imposée sous forme capitaliste, mais qui était en réalité une volonté de domination des puissances financières. Donc, si vous voulez, il y a un agenda historique derrière. Les syndicats ont à un moment donné rempli la fonction qui s'imposait. C'était un vide. Il fallait que quelque chose se crée. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout de ce système et il faut repenser l'organisation de l'ensemble. Et quand vous me parlez des syndicats, les syndicats tomberont au moment où le capitalisme tombera, parce que tout ça, ça a été une production artificielle qui est née de la volonté hégémonique des dominants financiers, en fait. Madame Bugeaud, vous nous annoncez
C'est compliqué, c'est dur hein, de vous suivre parce qu'il y a tellement de concepts, c'est vraiment compliqué. Mais vous êtes en train de nous annoncer que le capitalisme, comme on le connaît, est amené à sa fin. Mais on parle de quoi? Du libéralisme, du capitalisme de connivence, on n'est pas dans un modèle. Mishka, il faut comprendre que tout est lié. L'organisation politique et l'organisation économique et juridique sont liées des États et au niveau international. Parler de capitalisme de connivence, c'est redondant. Le capitalisme est par hypothèse la forme de domination qui a été mise en œuvre par les dominants financiers. Donc la collusion d'intérêts est consubstantielle. J'ai envie de dire, au principe même du capitalisme, de la même façon qu'il est consubstantiel au principe même de la République sous forme de parlementarisme représentatif. Il faut revenir toujours à la source des choses. Moi, j'invite les gens, peut-être que je ne m'exprime pas suffisamment clairement, mais j'invite les auditeurs à aller lire d'un peu plus près tout ce que j'ai écrit, parce que vous allez trouver là les fondamentaux, les racines profondes des problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Et on n'est pas confronté à un problème de capitalisme, on est confronté à un problème d'hégémonie et de dominance, de domination hégémonique des principaux propriétaires de capitaux, des dominants économiques. C'est ça notre problème. C'est un problème de pouvoir hégémonique. C'est à ça qu'on est confronté. Le capitalisme a été développé par ces gens-là pour se rendre anonymes et pour pouvoir réaliser le maximum d'accaparement sans qu'on puisse les mettre en cause. Comprenez bien que l'anonymat est consubstantiel à tout ce système de corruption généralisée. Donc, dans les Gilets jaunes, il y a des collègues qu'on connaît, mais ça doit être sur tous les ronds-points. On a beaucoup de collègues qui sont petits entrepreneurs, auto-entrepreneurs ou artisans, etc. Ok, donc il faut bien faire la différence entre les petits artisans, les auto-entrepreneurs, les petits entrepreneurs. Ah bah, bien entendu, ces gens-là sont voués à disparaître, à être avalés par les gros. Et ça, c'est la loi du marché, c'est la loi qui a été imposée par les dominants, justement, pour accaparer toutes les richesses et toutes les structures de création de richesses. Il faut comprendre que, bien entendu, les PME n'ont enfin les petites en tout cas, parce que certaines grosses PME ont des velléités de se hisser toujours plus haut, mais même dans ce contexte-là, elles seront perdantes. Les seuls gagnants de ce système de concurrence, comment dirais-je, outrancière et falsifiée, c'est évidemment les dominants économiques. C'est pour ça que les règles du jeu ont été édictées. C'est précisément dans cet objectif. Pour contrebalancer ça, c'est le retour du politique au sens noble du terme, en tant que contre-pouvoir à l'économie et à ses forces d'agrégation du capital, pour les casser, pour les contraindre par la loi, par la force aussi. Je dirais que c'est la force du collectif sur finalement un petit nombre de gens qui prennent les décisions, qui sont relayés par beaucoup de sectateurs, qui sont relayés par beaucoup de collaborateurs directs ou indirects. Mais la vérité, c'est que la quantité a toujours, à un moment ou à un autre, raison. Si les gens prennent conscience des phénomènes qui sont à l'œuvre, ils peuvent se réorganiser pour reprendre le pouvoir politique. Et c'est ça le sujet. Et ces collectifs d'intérêts dont vous parliez est le seul moyen qui permettra d'arriver à ce résultat. Alors peut-être que ce moyen il est peut-être trop tôt pour le mettre en œuvre, mais c'est le seul moyen pour faire reprendre, pour que si vous voulez, les habitants d'un territoire reprennent la responsabilité politique qui est la leur dans la gestion du territoire. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ces données. Là, on s'était un petit peu égaré en fait par rapport au plan initial. Pourquoi nous sommes sortis du droit traditionnel continental
Il y a eu des compromissions au niveau universitaire, certainement, au niveau de la société depuis la fin de De Gaulle. Bien sûr qu'il y a eu des compromissions. C'est ce que m'expliquait Jean-Rémy dans les années 70. Pourquoi à une rentrée universitaire par rapport à l'année d'avant, tout a changé. C'est bien qu'il y a eu des compromissions politiques. Mais les choses se préparent longtemps à l'avance. À partir du moment où on constate les dégâts, il faut comprendre que les préparations de ces dégâts datent d'au moins 10 ans avant. Donc, je dirais que pour ce qui est du droit, effectivement, on a commencé à voir dans les années 2000 les changements, mais ces changements ont été mis en œuvre dans les années 90. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas un hasard, puisque vous savez que les années 90, ça a été le moment de la chute du bloc de l'Est. Et le bloc de l'Est était un contre-pouvoir, non pas inhérent à notre système politique intérieur, mais était un contre-pouvoir international à la libre à la libre circulation décomplexée de l'hégémonie des financiers. Vous voyez? Donc, évidemment, les choses sont, tout est lié en réalité. Et c'est là où, justement, toutes les formations universitaires actuelles pêchent. Parce que à partir du moment où vous séquencez, où vous émiettez les connaissances, vers toujours plus de spécialisation, eh bien, les gens sont conditionnés à ne pas réfléchir dans un système d'ensemble. Et donc, à ne pas comprendre, en fait, l'ensemble des processus qui sont à l'œuvre. Et ça, c'est en soi aussi un gros problème d'organisation du savoir, des connaissances et de la méthodologie profonde des sociétés pour appréhender un réel. Et ça, ça fait des années. Alors, ça a été mis en œuvre volontairement et aussi par la force des choses parce que les connaissances se développant sur tel et tel sujet, il fallait aller toujours plus loin, etc. Mais si on abandonne le socle de base, qui est un socle commun à l'essentiel des connaissances, en tout cas dans les domaines des sciences humaines et dans les domaines des sciences dures, c'est la même chose, on arrivera forcément à des catastrophes. Je veux dire qu'il y a tout un travail de réappropriation des connaissances globales pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus défaut aux populations, c'est qu'elles reçoivent quantité d'informations qu'elles ne sont pas capables de traiter parce qu'elles n'ont pas l'habitude de traiter de systèmes, en fait. Elles ne traitent que d'informations sectorisées. La connaissance est sectionnée, en fait. Et ça c'est dans le domaine juridique, mais aussi dans le domaine médical et tous les domaines. Excuse-moi, je voulais dire, oui, bien sûr, dans le domaine médical, les médecins, aujourd'hui, c'est des garagistes. Enfin, il y en a un qui répare les pneus, l'autre qui s'occupe d'autres choses, mais il n'y a pas tellement de vue d'ensemble. La conception holistique du corps humain a disparu, et c'est ce que nous trouvons, par contre, dans les médecines traditionnelles, une conception holistique du corps humain. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, effectivement, dans le domaine médical. Mais j'ai envie de dire, c'est pas que le domaine médical qui est concerné, c'est toutes les connaissances, aujourd'hui, doivent être à nouveau repensées dans une globalité. Voilà. Et ça, c'est un défi que les générations futures auront à relever si elles veulent à nouveau être en capacité de comprendre le monde dans lequel elles vivent. Par rapport à De Gaulle était un empêcheur pour ces accumulateurs de capital anonymes. De Gaulle était un empêcheur d'atteindre leur projet. Bah bien sûr, De Gaulle est tombé pour ça. De Gaulle a été liquidé par l'oligarchie française parce que précisément il voulait mettre en œuvre la société la participation, mais pas au sens comptable sous lequel on la connaît aujourd'hui, mais dans un sens de réforme globale de la conception de l'entreprise. Ce que moi j'ai fait comme travail, mais sans connaître le travail de Gaulle, parce qu'à l'époque où j'ai fait ma thèse, figurez-vous qu'à partir du moment où De Gaulle est tombé,
jamais aucune université n'a enseigné la participation à personne. C'est tombé dans les, comment dirais-je, dans les oubliettes de l'histoire juridique, ça, cette histoire de participation, qui avait pourtant eu un écho très, très sensible dans les années 60. Donc, il faut comprendre que les gens ont, pendant 30 ans ou 40 ans, le système universitaire et le système politique français a, pendant 30 ou 40 ans après De Gaulle, tout fait pour faire disparaître en fait les ferments, tout ferment de cette participation que De Gaulle voulait mettre en œuvre et pour laquelle, j'insiste, il est tombé. Il y a comment il s'appelle, l'historien Henri Guillemin l'avait très, très nettement laissé entendre, c'est que ça inquiétait les financiers et l'oligarchie française. Bien sûr, parce que ça remettait, en fait, la structuration, il faut comprendre que la structuration juridique de l'entreprise, de la société, des sociétés de capitaux, est en fait intimement liée à l'organisation de toute la société. À partir du moment où vous donnez la prééminence aux détenteurs de capitaux, tout est dit. L'économie ne pourra jamais fonctionner de façon équilibrée. Donc, le problème de l'entreprise, de la traduction juridique de l'entreprise et du statut des participants à l'entreprise est tout à fait essentiel dans une organisation sociale, politique, dans l'organisation politique d'une société. Et ça, c'est pour ça qu'ils ont fait tomber De Gaulle. C'était parce que les enjeux étaient considérables. En fait, derrière, il y a l'enjeu de l'organisation de toute la société politique. Ça mériterait que l'on fasse un live avec vous juste sur cette problématique de l'entreprise, de la participation et pour que vous puissiez nous aider à comprendre d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue de prospection, quelles pourraient être les options sur la nouvelle entreprise. L'entreprise du futur. J'ai développé ça dans mon livre sur la nouvelle entreprise. C'est un petit livre, donc tout n'est pas prévu. C'est tous les travaux que j'ai faits. C'est par là que ma réflexion a commencé, en fait. C'est tout mon travail sur l'entreprise qui a duré 10 ans et qui m'a permis de comprendre les vrais tenants, des vrais aboutissants, les enjeux réels de ce sujet. J'ajoute que dans les études universitaires maintenant, s'est imposée la règle selon laquelle un doctorat doit être fait en 3 ans, précisément pour ne pas en 3 ans, vous n'avez pas le temps de maîtriser un sujet en profondeur. Et donc, vous voyez que même l'organisation des études est faite pour que les gens ne maîtrisent pas en fait réellement les sujets sur lesquels ils travaillent. Moi, comment dirais-je, j'ai joué un peu avec les règles et mon travail de thèse a duré 10 ans, donc, mais j'étais mal vue pour ça. Cette désorganisation a été voulue et elle a été appliquée au niveau universitaire. Ça s'est accéléré sur les 10 dernières années, c'est ça? Non, enfin le système des doctorats en 3 ans, c'est depuis les années 2000 là, que ça s'est imposé. C'est le système anglais. En fait, on dit que c'est le système américain, mais c'est pas vrai. Enfin, le système licence, master et compagnie, c'est un système qui nous vient d'Amérique, mais qui initialement, à la fin du 19e siècle, venait d'Allemagne. Et c'est le système allemand qui s'est imposé aux États-Unis. Et les États-Unis nous l'ont renvoyé à nous. Mais en réalité, ce système d'organisation des études de façon très formelle et avec des doctorats qui ne dépassent pas 3 ans est tellement arrangeant, si vous voulez, pour ceux qui dominent le monde que ça ne pouvait que s'imposer finalement, puisque comme ceux qui dominent n'ont pas de contre-pouvoir, eh bien, c'est leur volonté qui prévaut dans tous les domaines. Les savants ont été, les savants ont remplacé les sachants. Non, c'est le contraire.
Au contraire. C'est la philosophie Le qui matin. fait les savants et c'est la mémoire qui fait les sachants. Alors, Donc, attendez, on va revenir là-dessus. Alexandre Dumas. Donc, non, les savants ont été remplacés par les sachants, bien entendu. Les savants sont capables de réflexion et de mise en perspective, de raisonnement autonome. Les sachants sont des perroquets qui ont bien appris leurs leçons et qui sont dans un cadre sans être capables de remettre jamais en question le cadre. Est-ce que vous pouvez donner des exemples peut-être de personnages passés pour pas être dans la diffamation et pour vous protéger, mais quelle est la différence conceptuelle entre savant et sachant? Donc il y a le côté perroquet, mais pour illustrer en fait, vous auriez quoi comme exemple passé un peu? Je veux dire, tous les remplacements des hauts fonctionnaires en France depuis un certain nombre d'années maintenant répond à cette volonté-là, aussi bien au ministère des Affaires étrangères que dans tous les ministères. En fait, tous les gens compétents ont été remplacés par d'autres qui ont, comme certains aiment l'expression, les chines courbes, les chines souples. Donc, c'est des gens qui ont fait des études, certainement, mais qui sont prêts à toutes les compromissions parce qu'ils n'ont pas de structure vertébrale suffisamment solide. C'est ce qu'on peut. Les sachants d'aujourd'hui, c'est cela. Donc des serviles au nouvel ordre mondial, à l'Union européenne, la BCE. Il faut bien comprendre qu'il y a deux types de servilité. Il y a celle qui relève d'une corruption immédiate. Ça, on n'en parle pas. Soit ils sont financés, soit ils sont tenus par des dérives de mœurs ou autres. Ça, c'est la vraie corruption. Mais il y a aussi toute une zone d'ombre qui joue sur la servilité des gens qui ne sont pas capables de mettre en perspective qui ne sont pas capables de comprendre les enjeux de phénomènes. Et ça nous rapporte à la conversation que nous avons eue précédemment. C'est-à-dire que pour comprendre un contexte, il faut être capable de contextualiser, justement, c'est-à-dire de mettre en perspective avec d'autres connaissances et de cadrer dans un système de connaissances plus vaste et pas uniquement ciblé sur des sujets trop spécifiques. Et dans la mesure où on a déstructuré profondément cette forme d'instruction, il n'y a plus beaucoup de gens capables aujourd'hui de mettre les choses en perspective. Et en fait, ces gens-là, vous les trouvez essentiellement parmi ceux qui n'ont pas été trop formatés par le système scolaire et universitaire. Donc, c'est un peu, comme l'avait dit Brigelli, la fabrique des crétins. Cette situation nous amène à la partie suivante, le reset, la remise à niveau monétaire, le reset monétaire et le chaos à venir. Oui, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que derrière le sujet du confinement qui dure, il y a une désorganisation profonde de l'activité économique. Cette désorganisation profonde ne va pas pouvoir se résoudre du jour au lendemain. Donc, on va avoir affaire à des problèmes monétaires, parce que vous savez que la monnaie et l'économie sont intimement liées. Et j'ajoute, pour contextualiser justement ce phénomène, que tout ça, cette crise du coronavirus, ces problèmes économiques et ces problèmes monétaires arrivent dans un contexte de changement de monnaie internationale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a connu le dollar comme la monnaie de référence internationale. Ce dollar est arrivé à la fin de ses jours en tant que monnaie mondiale. Tout le monde est à peu près d'accord pour le faire tomber en tant que monnaie mondiale, sachant que depuis le début, la double casquette de monnaie locale et de monnaie mondiale est antinomique. Donc, de toute façon, à partir du moment où le dollar, et ça c'est arrivé à Bretton Woods, a pris le statut de monnaie mondiale, l'économie interne américaine était condamnée. Donc, ça veut dire que, de toute façon, cette double casquette de monnaie locale et mondiale n'était pas viable.
Tout le monde le savait, c'était prévisible. Keynes l'avait d'ailleurs parfaitement élucidé en 1944. Sauf que les projets de Keynes n'étaient pas les plus sympathiques, puisque lui, il proposait comme monnaie mondiale, en fait, un panier de monnaie qui était contrôlé par les banquiers. Donc on a le même problème en arrière-fond. C'est toujours la question, c'est pas tant d'une monnaie mondiale ou pas, c'est savoir qui contrôle cette monnaie. Et aujourd'hui, malheureusement, le dollar va laisser la place très très prochainement en tant que monnaie mondiale, le dollar va laisser la place à un panier de monnaies qui circuleront, inutile de le dire, de façon totalement dématérialisée. Et ce panier de monnaie sera géré par les instances bancaires, par celles qui contrôlent déjà aujourd'hui le FMI, la BRI, donc des règlements internationaux, qui sont derrière la Banque mondiale. En fait, c'est ces puissances financières dont on parle depuis le début qui sont à la manœuvre pour le changement de monnaie mondiale. Et le dollar donc, a vu deux échelons dans sa chute. Le premier échelon, c'est sa décorrélation avec le standard or, donc dans les années 70, et le deuxième échelon, c'est la décorrélation avec le standard pétrole auquel nous sommes en train d'assister actuellement. Donc, on aura 2 dollars en circulation, un dollar interne et un dollar externe. C'est ce que Trump est en train de mettre en œuvre, effectivement. Il est en train de fusionner la Fed avec le ministère des Finances, du Budget, dans l'objectif de s'aligner en fait sur ce que les Chinois ont fait, c'est-à-dire une double monnaie, une monnaie interne et une monnaie devise. Sachant que le terme de devise ne devrait pas exister parce que fondamentalement, la monnaie a été pervertie par les banquiers qui l'ont accaparée et la monnaie ne devrait pas être considérée comme un bien dans le commerce, circulant sur un marché. Ça, c'est hérétique, c'est une véritable hérésie du bien commun et de l'ordre naturel des choses. Mais la Fed, donc la Federal Reserve, c'est pas une institution publique, c'est un conglomérat d'intérêts de banques privées. Absolument, mais on peut dire la même chose des États actuellement. Ils ne sont pas des États au sens politique du terme, mais ils sont des relais d'influence de gros conglomérats économiques. Mais Trump nationaliserait donc la Fed. Non, c'est pas ça. Je pense que Trump, il est du côté des dominants économiques. Il va faire en sorte de faire tomber l'empire américain de façon à laisser la place pour la suite. Il va rétablir une monnaie américaine, une monnaie dollar qui circule en tant que devise, et de mettre ça en œuvre. En fait, c'est la mise en œuvre du plan globaliste comment dirais-je, d'établissement d'une monnaie internationale viable selon les critères, je répète, déterminés, imposés par les banquiers accapareurs. Mais au niveau, donc là, c'est des masses de pouvoir colossales qui sont en compétition, etc. Mais ok, quel contre-pouvoir contre ce mouvement mondial où finalement en France, bon bah on suit et on suivra. Mais quel contre-pouvoir? Est-ce que vous voyez d'autres contre-pouvoirs? Parce que c'est pas. Bien entendu, Mishka, c'est toujours pareil. Les problèmes ne sont solubles qu'à partir du moment où ils sont bien posés. Quand vous avez compris que la monnaie a été pervertie, que le concept même de monnaie a été perverti par les banquiers, quand vous avez compris que le concept même d'État politique a été perverti par les banquiers, en fait, la solution coule de source. À partir du moment où les citoyens reprennent le contrôle politique de leurs institutions, ils reprennent aussi le contrôle politique de leur monnaie et ils mettent en œuvre ce qu'ils veulent. Les choses, c'est juste une question de volonté politique et après de force aussi, de capacité de résistance pour mettre ça en œuvre, alors que les forces opposées vont se déchaîner, ça c'est certain. Mais je veux dire que là où il y a une volonté, il y a un chemin. À partir du moment où vous avez identifié un problème, vous pouvez trouver la solution et la mettre en œuvre. Quand tout un pays se dressera pour reprendre le contrôle de ses institutions, ça sera un flot que rien ne pourra arrêter. Rien.
Mais Madame Bugot, là, vous êtes en train de nous dire que c'est pas les partis de l'opposition contrôlée ni les syndicats qui sont financés par la Commission européenne qui vont pouvoir faire ce travail-là. Vous êtes en train de nous dire que c'est à des citoyens lambda, donc de nous, des gilets jaunes, ni plus ni moins que les autres. Simplement, nous, on a à cœur, et on le prouve depuis 17 mois, de combattre pour le bien commun. Donc, ça passe par la dignité et le respect de nos anciens, bien sûr, la protection des plus faibles, des handicapés, des enfants, la dignité des travailleurs, toutes ces choses de base. Mais vous êtes en train de nous dire finalement que pour contrecarrer ces plans qui sont mondiaux, qui sont colossaux, etc., c'est à nous, les gilets jaunes, donc des hommes et des femmes très normaux, qui sont connus sur des ronds-points autour de Brasero et de Merguez, etc., de lancer le processus évolutionnaire, révolutionnaire pour arrêter ce chaos et qu'il n'y aurait pas d'autres options. Il y a bien quand même d'autres options que les gilets jaunes, ou les gilets jaunes, c'est le dernier recours. Non, je dis qu'il n'y a pas d'autre option. Alors, vous êtes, comme vous dites, à l'avant-garde du processus de rétablissement politique des institutions, mais tout seul, vous ne suffirez pas. Il faut que chaque citoyen se prenne en compte, se prenne en charge pour assumer une véritable fonction, un véritable statut dans l'état dans lequel il vit. Et ça passe par une prise de conscience. Ça passe par le fait que chacun doit comprendre qu'il est tout seul capable de s'assumer. Voilà. Donc, vous êtes l'avant-garde de ceux qui ont compris le processus. Mais je dirais que chaque citoyen doit comprendre qu'il a un rôle à jouer dans les futures institutions et que ce rôle, il doit prendre sa place. Il doit juste agir pour déterminer qu'il existe politiquement. Mais c'est pas les médias de masse ou les personnalités médiatiques, quelles qu'elles soient, qui vont pouvoir porter ce message à la masse de la population. Ça, c'est certain, puisqu'ils sont tous contrôlés par les puissances d'argent. Ou qui se font acheter par des jobs ou des choses dans le genre, ou des coups de pression. Oui, c'est la corruption inhérente de façon systémique et de façon endémique et initiale au système politique dans lequel on vit, qui est une tromperie. Donc, pour sortir de la tromperie, il faut retourner à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que, je reviens à ces histoires de collectif d'intérêt, parce que dans ce collectif d'intérêt, chaque citoyen peut trouver sa place et peut trouver un moyen d'expression politique pour montrer, pour se faire entendre, en fait. Donc, effectivement, il faut que les choses soient organisées, mais elles s'organisent naturellement avec les grandes lignes que j'ai déterminées dans mon livre et que vous avez compris et élucidées. Enfin, élucidées dans le sens où vous êtes capable de les mettre en œuvre, en tout cas d'expliquer aux gens que ça peut être mis en œuvre relativement facilement. Il faut comprendre que les partis politiques et tous les corps actuellement constitués sont la structure essentielle du problème face auquel on est. Donc, c'est ça qu'il faut changer. Tant que vous ne changez pas fondamentalement les racines, tant que vous ne coupez pas les racines, vous aurez toujours la résurgence des problèmes, sous une forme ou sous une autre, à un moment ou à un autre. Effectivement, et en tant que gilet jaune, on a appris à s'organiser et à travailler en collectif, en intelligence collective, avec des outils qui ne restent que des outils. Après, des outils dans des mauvaises mains, bah, ça fait de la merde. Excusez-moi du terme, mais il y a le RIC, bien sûr, il y a tout ce qui est transparence, il y a les lives qui permettent des audits, par exemple, de différents systèmes d'organisation. Regardez ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer avec les ADA.
ces grands rassemblements de ronds-points qui se déroulent à travers la France tous les 3 mois. Bon, là, c'est suspendu, mais c'est de l'intelligence collective. Alors, effectivement, il y a eu des tentatives de récupération par des sectaires, par des cons, voilà, qui n'avaient à l'esprit que leur vision du bien commun. Il faut savoir que personne ne détient la vérité, en tout cas personne sur Terre. On a tous une vision du bien commun qui est propre à soi, son expérience, à sa sensibilité, à plein de choses. On est riche de cette différence et c'est très complémentaire. C'est comme quand on regarde une tasse. Bah, vous regardez un côté de la tasse, votre copine est de l'autre côté, elle regarde de l'autre côté. Oui, je voudrais juste intervenir 2 secondes pour dire que c'est vrai, mais que ce que vous dites est vrai, on a tous sa conception propre, mais il faut quand même considérer que certains, comment dirais-je, certaines personnes sont plus ou moins formées à comprendre tout ça et à connaître tout ça. Et je dirais que les juristes, à la mode ancienne, les vrais juristes, en fait, ça fait partie de leur ADN, de savoir, parce qu'ils ont appris comment historiquement les choses s'étaient faites, parce qu'ils ont tout un contexte qui leur permet d'avoir des repères fiables dans l'élaboration de solutions à venir. Donc, je dirais que quand même, c'est comme si pour s'occuper de virologie, on demandait à un aviateur. Non, il faut quand même s'adresser aux personnes qui ont les outils les plus adaptés de l'aide pour l'organisation générale des problèmes. Ensuite, enfin, des événements. Ensuite, que chacun participe à la mise en œuvre, oui. Mais je dirais qu'on ne peut pas considérer que tout le monde a des solutions viables de façon identique sur ce genre de sujet qui est l'organisation collective et des États. Il est évident que certaines personnes sont mieux formées que d'autres pour répondre à ce genre de sujet. Je ne veux pas parler que de moi, parce que je ne suis sans doute pas toute seule, mais c'est vrai que les nouveaux juristes ne sont pas formés à ça. Mais c'est vrai que l'ancienne génération des juristes, et en particulier ceux qui ont fait du droit civil, sont tout à fait aptes à raisonner dans ces termes-là, plus aptes que, je ne sais pas moi, n'importe quel autre corps de métier. Voilà. Tout à fait, Madame Bugot, mais l'affaire, c'est que d'après ce qu'on comprend à la suite de vos propos, c'est que le renouveau démocratique et le contre-pouvoir au chaos actuel va devoir passer par un mouvement de masse. Donc finalement, c'est comment dire Oui, mais les mouvements de masse ont besoin de catalyseurs. Et j'ai envie de dire, les gilets jaunes constituants, vous êtes ce catalyseur. Bah écoutez, c'est très gentil de nous attribuer ces propriétés physico-chimiques de catalyseur. Mais déjà, on a du mal avec pas mal de concepts, donc voilà. Mais en tout cas, nous, on est très confiants dans comment dire, le côté bienveillant de l'être humain. On a tous un côté sombre, forcément, encore plus dans ces périodes anxiogènes de confinement où, voilà, bon, ça peut aller sur les nerfs. Mais on est très confiant finalement dans le côté positif de l'homme, sur le bien commun, sur l'intelligence collective qui permettent des choses, de très belles choses en intelligence collective. Et on le disait en ADA, ces assemblées des assemblées qui ont réuni des centaines et des centaines de personnes motivées par le bien commun qui avaient traversé toute la France et qui se réunissaient pendant plusieurs jours dans des squats à Saint-Nazaire ou ailleurs, à Montpellier, etc. Donc une énergie formidable avec toujours des biais cognitifs, des biais de normalité ou d'autres biais, forcément parce que il y a le passé qui fait qu'on est influencé. Mais même pour ceux qui ont essayé de récupérer ça pour des structures politiciennes, des structures dépassées de toute façon, on leur en veut pas. C'est humain, c'est la corruption. Vu que l'être humain est ce qu'il est.
c'est pas tant la corruption, enfin, l'être humain qui a un problème. Oui, oui. Excusez-moi, mais c'est pas tant l'être humain qui a un problème, Non, c'est non, le mais système qui favorise. le système vicieux génère la corruption et même des gens normaux peuvent se faire corrompre. Alors que si vous instituez un système vertueux, eh bien, la vertu engendrera elle-même la vertu. Mais à partir du moment où vous partez sur un système qui est dès le départ vicieux, eh bien, la corruption, elle est, comment dirais-je, elle est mécanique. Elle va s'imposer d'une façon ou d'une autre. Mais les systèmes développés par les Gilets jaunes avec le temps, et ça a mis énormément de temps, toutes les AG, tous les systèmes de rétrocontrôle, le RIC, les RIC locaux même qui ont été mis en situation à Saint-Clair-du-Rhône, par exemple, mais toute cette démocratie directe, cette horizontalité, cette intelligence collective, ça marche. Et ça marche là quand même à grande échelle depuis plusieurs mois. C'est très encourageant en tant que laboratoire à grande échelle en fait d'un nouveau type de système, plus vertueux que les systèmes classiques pyramidaux, opaques, qui sont la voie royale à la corruption, n'est-ce pas la CFDT et la CGT. Voilà, mais bon, on va pas tirer sur des Oui. ambulances. Ce que je voulais dire, Mishka, c'est que oui, mais là, on en est au préliminaire. C'est pas la même chose, ce que tu détailles là, ce qui existe aujourd'hui, n'est pas la même chose que d'être capable d'organiser toute une société sur le territoire français, par exemple. Donc, il y a une marche supplémentaire à franchir pour pouvoir transformer ces expériences en expériences étatiques et sociales. Complètement d'accord, mais sans l'étape gilet jaune de bienveillance et d'intelligence collective, il ne pourra pas y avoir d'autres étapes. Absolument, ça c'est sûr. Parce que si vous faites un travail formidable, c'est vraiment tout à fait formidable ce que vous faites. Bravo. Merci beaucoup. Et je pense que tous les collègues vont apprécier de Brosse, mais l'affaire, c'est pas ça. C'est que si on s'était juste basé sur des intellectuels, des savants, etc., qui restaient dans leur monde universitaire à faire des publications, etc., bah, ça n'aurait pas pu marcher non plus. S'il n'y avait pas ce relais populaire massif que permet les Gilets jaunes. Ça n'aurait pas pu marcher pour la raison qu'on a indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire que le système même d'enseignement et de prise en compte du réel a été endommagé dans la mesure où, comment dirais-je, les gens ne sont même, pour une majorité, plus capables de contextualiser le sujet sur lequel ils travaillent. Ça, on a beaucoup bossé là-dessus, hein, sur les différents ronds-points, les différentes AG, jusqu'à très tard dans dans certaines nuits, etc. Il y a eu un effort, vous savez, on est passé collectivement, grosso modo, de la révolte, de préoccupations plutôt frigo, avec un environnement culturel qui était plutôt BFM et à Hanouna et C8, CNews. Et là, on est passé en tant que gilet jaune à éplucher des bouquins d'intellectuels, à éplucher des vidéos. Alors quelquefois, on va un petit peu loin dans le complotisme, mais en tout cas, on est motivé par cette soif de comprendre et se réapproprier en fait le cadre d'analyse des choses qui nous arrivent dessus. Donc, et ça, l'éducation nationale nous avait pas du tout préparé à ça, mais même nous avait en fait désarmés. Hein. Mais bien sûr, c'est ça, c'est toute la force des systèmes, c'est d'asservir tous les, comment dirais-je, d'asservir les populations par tous les moyens possibles. Et il est vrai que cette décadence dans la capacité de mise en perspective, dans la capacité comment dirais-je, de raisonnement autonome et de remise en cause des cadres,
c'est vrai que c'est alimenté, tout ça est alimenté par le système scolaire, universitaire et d'enseignement tel qu'il est actuellement pratiqué. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la fabrique du crétin dénoncée par Aurighelli. C'est qu'en réalité, quand vous sectorisez, quand vous enfermez les connaissances dans un tunnel et que le jour n'arrive pas, vous ne voyez pas la lumière. Il faut sortir du tunnel pour voir la lumière. Il faut sortir de la caverne pour contempler le vaste monde. Ça nous amène à la dernière partie de cet entretien. On est déjà à 1h40 d'entretien. Est-ce que cette pandémie, est-ce que vous avez des pistes pour étayer une réflexion sur le fait que cette pandémie avait été peut-être prévue par des exercices grandeur nature, peut-être avec Bill Gates ou autre. Est-ce qu'il y a des faits qui peuvent nous étayer dans cette thèse? C'était prévu, alors je dis pas qu'ils l'ont créé, hein, mais que ce pépin virologique avait été prévu et qu'ils avaient déjà prévu en fait toutes les lois et tout ce qui nous tombe dessus. Mishka, vous trichez. Vous voulez me faire parler de choses que vous savez pertinemment. À l'automne 2019, une simulation a eu lieu sous l'égide du Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire, du Forum économique mondial et de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui s'est appelée Event 201. Voilà. Donc, effectivement, on peut quand même se poser des questions, étant donné que nous n'avons entendu parler du coronavirus, en particulier en France, que au mois de février 2020. Comment se fait-il qu'à l'automne 2019, un exercice en temps réel sur une pandémie de virus pneumonique, ou je ne sais pas comment trop l'appeler, se soit déroulé? En plus, vous avez les vidéos qui circulent partout et puis les textes d'Attali qui annonce qu'une pandémie serait le moyen d'instaurer le gouvernement mondial, etc. Bill Gates qui préconise le vaccin anti-coronavirus. Donc un vaccin, ça se fait pas en 3 semaines. Donc d'ailleurs, il y a l'entreprise Johnson & Johnson qui est en pole position pour gagner la course du vaccin au coronavirus, qui va pratiquer ses tests in vivo là, sur la population directement dès septembre. Donc, mais enfin, d'autres entreprises sont en lice encore. Hein, n'ont pas été éliminées de la concurrence là pour le coup encore. Donc, bien sûr, vous avez le magazine The Economist, qui est un magazine de l'oligarchie mondialiste, hein, qui, dans sa page de présentation pour 2019, montre en particulier un pangolin, alors qu'on sait que ce coronavirus est vraisemblablement une fusion entre un virus qui vient d'un pangolin et puis un autre virus, voilà, une fusion plus ou moins naturelle. Vous avez… Madame Bugot, excusez-moi, juste, on va demander à Max, à la technique. Max, est-ce que tu peux nous mettre la une de The Economist? Alors, pour tous ceux qui s'amusent à chercher les détails sur ces unes de The Economist, il y a quand même des choses très troublantes. Le pangolin, honnêtement, personne savait à quoi ça ressemblait. Personne connaît cet animal-là, à moins d'être vraiment passionné par les bestioles à écailles, à griffes et qui vivent sous terre. Mais c'est quand même assez extraordinaire que The Economist mette le pangolin en fait sur leur une. On va voir si Max y arrive. Ah, ça, en fait, c'était pour avoir la une de The Economist. Ok, ben en tout cas, on voit que sur la une de The Economist, il y avait ce pangolin. Il y avait aussi des gilets jaunes. C'était peut-être sur la une de 2018. Donc, pourquoi on dit The Economist? Parce que c'est un journal de l'élite, qui parle à l'élite,
quel est le profil sur les lecteurs de The Economist, à part les affreux complotistes Ouais. des Gilets jaunes? Non, mais The Economist est réputé pour avoir toujours prévu les événements géopolitiques et politiques avant qu'ils ne se produisent. Et puis, il est tenu par les capitaux globalistes, ça c'est certain. Je voudrais aussi parler de Gordon Brown, qui récemment s'est levé de toute sa hauteur pour appeler, en utilisant l'épidémie de coronavirus qui est devenue une pandémie, pour appeler à l'émergence d'un gouvernement mondial. Donc, voilà, ça c'est très bien. Vous avez dit Économiste 2020 qui montre que vraiment il y a une rupture en 2020, il se passe des choses. Alors pourquoi se passerait-il des choses en 2020? Je veux dire, avant qu'on entende parler de cette pandémie, rien n'était spécialement prévu par le commun des mortels. En revanche, certaines personnes de l'oligarchie mondialiste avaient déjà prévu des choses. Donc c'est quand même troublant. Il y a un moment, il faut quand même se poser des questions. Effectivement. Est-ce que là, on a fait à peu près le tour de ce que vous vouliez aborder? Oui, je pense qu'on a déjà été très loin. On a même été un peu plus loin que tout ce qui était prévu, Mishka. Oui, c'est effectivement, c'est 1h45 de live, c'est très long et fatigant. Je voulais juste mentionner que je viens de sortir un article, enfin une interview que j'ai donnée pour le site Strategica, toujours sur le coronavirus et qui peut compléter les informations que j'ai données à l'occasion de cette émission. Donc, vous pouvez consulter le site internet de Strategica et vous aurez connaissance de cette interview par écrit que j'ai donnée au site et qui apporte des informations un peu complémentaires par rapport à celles orales données avec toi, Mishka. Vous avez été reprise par Zero Edge en anglais, en fait, qui a repris une publication de Asia Time, oui, aussi en anglais. L'article est écrit par le journaliste d'investigation Pepe Escobar, que je connais, et qui est un vrai journaliste d'investigation, pour le coup, quelqu'un de remarquable, et qui a compris qu'il se passait des choses très graves en France. Et on vous retrouve aussi, vos travaux sont relayés par le Sacker francophone, hein, c'est ça? Oui, absolument. Le Sacker francophone relaie la quasi-intégralité de mes écrits. Le Sacker francophone. Voilà. Madame Bugot, merci de toute cette intelligence que vous nous avez fournie. Ça va nous aider à réarmer notre intelligence pour le bien commun. Merci à la technique. Force et honneur, on ne lâche rien, bien évidemment. Et Merci, puis, merci Mishka. Merci Mishka, merci Hugo et merci Seb pour ce live. C'était vous êtes excellent. la résistance, les amis, et plus que jamais, vous êtes les cadres de la résistance. Parce qu'avec ce niveau d'analyse, on a énormément de travail à faire. Voilà, et même confiné. Voilà, merci encore, Madame Bugot. À très bientôt. Merci la régie. Merci à vous, les Gilets jaunes. Bravo à vous. Courage et dignité.